Bonjour à tous. Surveiller des mouvements ennemis, larguer des explosifs à distance, l'usage de l'IA dans la guerre, ce sera notre sujet aujourd'hui à la une de Smart Tech. On verra comment cela se développe, quelles sont ces nouvelles technologies de défense intelligente et d'armes autonomes. On aura aussi rendez-vous dans un second temps avec un sujet autour de la protection des données personnelles, sachant que 2025 est considéré par certains comme une année importante de transition. Mais d'abord, je vous propose 3 questions sur l'IA, les maths et le français. C'est tout de suite dans Smart Tech. Bonne année à tout le monde, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui pour ouvrir le bal 2025 Thierry de Vulpillère. Bonjour Thierry, vous êtes connecté à distance avec nous. Vous nous entendez bien ? Bonjour, oui, merci de l'invitation et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, vous êtes expert depuis de nombreuses années dans le monde de l'éducation et de tous ces outils numériques pédagogiques. Vous êtes le directeur général cofondateur de Evidence B, qui est une EdTech dont on a beaucoup entendu parler au moment où Gabriel Attal a annoncé en 2023 eh bien, que l'un de vos outils allait servir à aider les élèves de manière plus personnalisée dans leurs apprentissages en seconde, donc avec Mia Seconde, en maths et en français. Alors, donc, c'est vraiment sur votre savoir-faire que l'éducation nationale a misé avec ce déploiement. Je voulais savoir où on en était justement aujourd'hui du nombre d'élèves qui utilisent MIA ou MIA Seconde. Oui, donc l'IA peut aussi servir, j'ai vu que vos sujets étaient variés, mais l'éducation, donc le bien commun et aider les élèves, c'était une solution qui a été développée suite aux derniers résultats de PISA où la France avait à nouveau baissé de plus de 15 points en mathématiques. Et le principe, c'est de l'IA adaptative, donc c'est pas de l'IA générative, qu'on utilise par ailleurs. Et donc le principe, c'est d'aider exercice par exercice au plus proche du besoin de chaque élève, les décrocheurs, ceux qui sont en difficulté. Il y avait le résultat de PISA et il y a une enquête qui est le test de positionnement à l'entrée de seconde sur lequel près de 30% des élèves français étaient en difficulté. Donc la séquence a été une annonce le 5 décembre, comme vous l'avez évoqué, lié au résultat de PISA. En février, il y a eu un déploiement sur 8 académies, donc qui était une sorte de pré-test à grande échelle. Il y avait plus de 95% des élèves de ces 8 académies qui étaient actifs sur PISA. Et puisque vous m'en posez la question de où on est né aujourd'hui, oui. C'est vrai que le sujet, autant sur la langue française, l'approche de la langue française qui est amenée par les sciences cognitives et l'IA, qui est le propre d'Evidence B et de Mia Seconde, il n'y a pas débat, il y a une volonté très forte, autant les résultats en mathématiques font débat sur quelle est la meilleure manière de résoudre ce problème pour la France. Et on a donc enclenché, pour essayer d'objectiver ce débat, une étude d'impact avec une association qui s'appelle ID.org, qui est liée à l'École d'économie de Paris, au MIT, Stade du Flow, etc. Donc là, c'est une énorme étude d'impact qui a été décidée en fin d'année scolaire dernier. Et depuis la rentrée, il y a 500 établissements et plus de 20 000 élèves qui sont sur Mia Seconde dans une étude d'impact qui va courir sur tout l'ensemble de l'année pour bien mesurer l'efficacité au-delà des transferts de recherche qui ont déjà une sorte de preuve préalable. Donc voilà un peu la situation. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir maintenant à tout le monde avec une observation néanmoins scientifique et stricte de ces 500 établissements pilotes qui couvrent l'ensemble du territoire. Toutes les académies sont partenaires de cette phase d'étude d'impact. J'imagine que vous avez quand même déjà des premiers retours quand même du côté des enseignants, peut-être même des parents, des élèves. Alors, c'était un marché passé par Papendiaï, c'est des marchés publics du ministère de l'Éducation, c'est à disposition des enseignants et des établissements. On sait que sur l'IA, il y a toutes sortes de magie qu'on croit ou pas sur l'intelligence artificielle jusqu'à son appellation. C'est des outils au service des humains, l'intelligence artificielle. Et donc, c'est des outils pour éclairer la décision des enseignants, et donc c'est destiné aux enseignants, à aider les élèves à progresser et les enseignants à mieux voir. Donc, on a des retours qui sont quotidien, sans arrêt, sur l'efficacité du dispositif. Et on a des premières statistiques, si je puis dire, à côté de l'étude d'impact. Une des difficultés, notamment en mathématiques, pour la France, c'est le découragement des élèves, l'anxiété mathématique, et qui touche plus particulièrement en plus les filles, ce qui est très dommageable pour toutes les études scientifiques, etc. Et on a une étude qui montre pour le moment que il y a plusieurs centaines de milliers d'exercices qui sont faits, y compris pendant les vacances, là on a des statistiques qui sont énormes, c'est 80%, enfin les élèves ont en moyenne 80% de réussite
aux exercices qu'on leur propose. Le principal algorithme qu'on utilise est défini sur une progression autour de ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Pour ne pas décourager un élève, il faut lui proposer des exercices à chaque fois un peu plus difficiles pour le faire progresser, mais pas trop pour ne pas le décourager, et pas trop simple pour ne pas l'ennuyer. Et donc ça, cette première partie, le fait que les élèves ont toujours 16, j'ai envie de dire, entre 14 et 18, et c'est comme ça qu'ils vont progresser dans la ressource, dans les exercices que leur propose Mia Seconde, c'est une première data qu'on a, une première preuve de réussite d'une certaine manière et un gage de confiance. Encore une fois, les élèves ne décrochent pas. On a une autre statistique sur un autre logiciel qui s'appelle Adaptive Math, qui a été acheté par le ministère dans les plans qui s'appellent P2IA pour toutes les classes de primaire du cycle 2. Et là, on voit que les élèves, quand ils commencent sur une ressource chez Évidence B, donc que ce soit Adaptive Math ou Mia Seconde, il y a un petit test de positionnement. Il y a une quinzaine de questions pour essayer de comprendre où en est l'élève dans la maîtrise de la notion qu'on cherche à lui transmettre. Et quand on prend les 15% des élèves qui sont le plus en difficulté dans ces tests préalables, eh bien, on va les suivre et on voit s'ils décrochent, qui est normalement le risque majeur pour ces élèves qui sont en difficulté dès le départ. Et on voit que ces 15% d'élèves les plus en difficulté au début de Mia Seconde ou de Adaptive Math, eh bien, progressent presque plus vite que la moyenne. Donc, on a deux indices qui montrent vraiment déjà une efficacité forte de ces types d'applications d'IA à l'éducation. Et ce taux que vous donnez de 80% à cette zone dans laquelle on essaye de maintenir l'élève pour qu'il ne soit ni dans un ennui, ni dans un échec, c'est justement ce qu'il y a derrière ce moteur d'IA adaptatif, si j'ai bien compris. Exactement. On a 6 algorithmes qu'on utilise, mais le principal qui a été fait avec l'INRIA de Bordeaux, l'équipe du professeur Pierre-Yves Oudéier, qui s'appelle Flowers, eh bien, donc c'est dans le machine learning, donc pas les large language models façon GPT, mais dans le machine learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Eh bien, c'est cet algorithme qui vérifie sans arrêt qu'on propose à l'élève un exercice qui soit bien dimensionné pour le faire progresser. Merci beaucoup Thierry de Villepière d'avoir été avec nous pour ce Smart Tech, cette ouverture, et puis on souhaite plein de progrès aux élèves en mathématiques et en français avec beaucoup de plaisir via ces applications. Merci de votre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Évidence B. Merci beaucoup. On enchaîne, nous, avec notre débat sur l'usage de l'IA dans la guerre. Dans le monde militaire, on parle de plus en plus de défense intelligente, d'armes autonomes, mais qu'en est-il exactement de l'usage de l'IA et des nouvelles technologies dans le domaine militaire? On en parle aujourd'hui avec le capitaine de vaisseau Xavier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes officier de cohérence du numérique et chef du bureau numérique de la Marine, particulièrement en charge du déploiement des architectures numériques et de l'intelligence artificielle au sein de la Marine dans le cadre du projet structurant baptisé Signal. Vous pouvez nous en dire un mot rapidement, Signal? Oui, Signal, c'est la supériorité informationnelle pour la guerre navale. Donc c'est tout le projet de la Marine pour structurer nos systèmes autour de la donnée et donc qui est la matière première pour l'intelligence artificielle. Voilà, donc beaucoup de défis dans ce domaine. Bienvenue commandant. Merci. Avec vous sur ce débat, Jean-Pierre Molny, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, autrement connu sous le terme IRIS, responsable des études liées aux questions de la défense, à l'Europe de la défense, à l'OTAN, l'industrie de l'armement, aux ventes d'armes. Vous dirigez aussi Ares Group, qui est un réseau de chercheurs européens spécialisés sur les questions d'industrie de défense. Alors, ma première question, ça va être sur la conscience politique de l'importance de l'IA aujourd'hui dans ce domaine militaire, puisqu'on a la France qui a inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030 cette nécessité de maîtriser cette technologie aux côtés de systèmes autonomes et de calcul quantique. Vous diriez quoi, Jean-Pierre Molny, qu'il y a une conscience qui a été rapide, précoce, progressive, lente? Comment vous la qualifieriez au niveau politique? La conscience, elle est quand même relativement récente, de manière générale dans la société et dans le domaine militaire. Quand je dis récente, c'est une dizaine d'années, disons. Oui. Dizaine d'années, c'est au moment où il y a eu le rapport Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est 2018, son rapport. Ouais. Et à ce moment-là, il y a véritablement une prise de conscience de la société. Maintenant, un militaire, si je puis dire, il y a longtemps qui sait à peu près ce que c'est que
que l'intelligence artificielle. Je vous dirais un joueur de jeux vidéo aussi, Oui. parce que l'IA, c'est un peu la base dans les jeux vidéo, donc on sait quand même ce que c'est. Simplement, ça a été vraiment pris en charge au niveau politique depuis, on va dire, entre 5 et 10 ans. Ça correspond aussi au moment au ministère des Armées où il y a la création de l'Agence d'innovation de défense. Puisqu'on dit tout de suite, on va mettre 100 millions d'euros sur l'IA. Alors, c'est ce que je veux dire. Comment ça se concrétise dans les faits? Donc, ça veut dire des budgets, de l'investissement, la création d'une agence et des projets peut-être spécifiques aussi, commandant? Alors, déjà en termes d'organisation, il y a effectivement l'Agence de l'innovation de défense qui a été créée. Et puis plus récemment, l'année dernière, le ministre a créé l'Agence ministérielle pour l'IA de défense. AMIAD. Voilà, oui. l'AMIAD, qui est basée à Rennes. Et donc, ça, c'est la partie structurante. Après, dans les projets, alors effectivement, ça fait quelques années déjà qu'on explore un certain nombre de choses dans les forces, que ce soit sur les bateaux, dans les avions de chasse, sur les théâtres terrestres. Alors, ça va être des choses qu'on arrive assez bien à comprendre quand on utilise des outils civils type de la reconnaissance d'image. Simplement, après, il y a des spécificités liées au milieu militaire. C'est pas la même chose de repérer un chat dans une photo ou une voiture que de repérer un drone ou un avion de chasse. Quelle est la spécificité? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est juste une question de données entrantes. Qu'est-ce qu'on va apprendre au logiciel à reconnaître? C'est pas uniquement ça le problème? C'est essentiellement ça la difficulté. C'est la capacité à avoir des jeux de données représentatifs. Vous avez des millions de photos de chats. Avoir suffisamment de données finalement disponibles. Vous avez des millions de photos de chats, vous n'avez pas des millions de photos de chats ou de drones iraniens ou chinois ou russes. Et donc arriver à maîtriser ces données fiables, bien annoter et d'être capable d'éduquer, d'entraîner les IA avec ces données-là. C'est ça aujourd'hui la difficulté essentielle pour l'IA militaire. Alors, aujourd'hui, j'imagine que les armées françaises travaillent sur l'intelligence artificielle pratiquement au quotidien. Est-ce que c'est un outil qui est encore en expérimentation et dont on attend encore les preuves, ou est-ce que vous diriez que c'est vraiment opérationnel? Non, c'est déjà opérationnel dans certaines petites briques. Après, il y a encore beaucoup de projets en expérimentation et en devenir, mais il y a déjà des petites briques d'IA qui sont intégrées dans les systèmes. Après, une autre particularité, c'est que quand on engage des armes qui peuvent conduire à détruire des adversaires, on doit être certain de ce qu'on utilise et donc quelle est la dose d'autonomie qu'on donne au système. À quel moment l'homme confirme, reprend la main, etc. Pardon, c'est ça aussi un des aspects de l'IA militaire. Parce qu'on a le sentiment que justement le domaine militaire permet de faire progresser souvent l'innovation, les technologies, parce qu'on met de l'investissement aussi important. Ce sont des domaines régaliens. Mais j'imagine que c'est aussi un domaine où on fait encore plus attention justement à l'usage de ces technologies. Il y a énormément d'inquiétudes. Quelles sont les limites que vous verriez, vous, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire? Qu'est-ce qu'on n'ira pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Les limites, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de cible, il ne faut pas se tromper de reconnaissance. Donc il y a une exigence en termes de certification qui est bien plus forte que dans le domaine civil. Après, la techno, c'est la même techno de base que dans le domaine civil, puisque c'est des données et des algorithmes. Oui. L'autre chose, c'est que ça progresse avec le temps. C'est une techno qui progresse petit à petit. Plus on a de données, plus on progresse sur les algorithmes, plus on progresse sur les supercalculateurs. Là, avant de venir, la différence peut-être entre le monde civil et le monde militaire, avant de venir, j'écoutais France Culture. L'iPhone 16, visiblement, il y a eu de grosses erreurs, puisqu'il disait que Raphaël Nadal avait fait son coming out. Donc là, l'IA, c'est... Alors là, c'est le problème des IA génératives. Voilà, oui. C'est ça. Donc, ce sont que des statistiques, finalement. Effectivement. Donc ce qui est sûr, c'est que, et vous me le confirmerez, c'est qu'on reste sur un système en France où on a toujours l'homme dans la boucle au dernier moment pour prendre la décision. Ce qui ne veut pas dire que l'IA ne va pas faire du traitement avant de prendre cette décision. Je vais donner un exemple. Quand, au début des années 2000, pour le Rafale, l'avion de combat,
on s'est aperçu que le pilote, quand on est passé au Rafale, qu'avec des capacités air-sol, que le pilote ne pouvait plus tout faire. Donc à ce moment-là, on a dit qu'il y aura deux hommes dans le Rafale. On a commencé à construire des Rafales avec deux pilotes. Maintenant, on peut passer à un. On peut passer à un parce que l'IA va justement suppléer le pilote et pouvoir traiter les informations qu'on avait déléguées au copilote. Donc on est bien dans ce système où on progresse petit à petit. Comme avec les voitures autonomes finalement. Exactement. Voilà. Comment aujourd'hui on s'empare de cette technologie très concrètement, de manière opérationnelle? Sur quoi vous travaillez? C'est un outil pour l'information, pour la maintenance? Un peu de tout. Si on prend le domaine opérationnel du combat, vous allez utiliser de l'IA avec de la reconnaissance d'images, on en parlait tout à l'heure, mais ça va être aussi de l'aide à la décision dans des environnements complexes. J'ai quitté un commandement de frégate l'été dernier. J'étais en mer Rouge au printemps dernier, dans l'environnement d'attaque du trafic commercial par les drones et les missiles outils. Là, vous avez une quantité d'informations qui arrivent au niveau des opérateurs sur le bateau qui est juste colossale. Et donc, pour arriver à ne pas se tromper, on utilise de l'IA pour essayer d'aider l'opérateur, le décharger d'une certaine charge cognitive, pour qu'ensuite il concentre son attention et son expertise sur justement les tâches à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire est-ce que j'engage ou pas, est-ce que je confirme un engagement ou alors je retiens le feu parce que c'est pas... Voilà. Les Américains, c'était dans la presse il y a pas si longtemps, ont abattu un de leurs propres avions de chasse qui décollait d'un porte-avions. On voit bien que dans des environnements extrêmement complexes comme ça, avoir de l'aide à la décision, c'est fondamental. Et ça, pour ça, l'IA est très utile. Donc, reconnaissance d'image. Dans un autre domaine, vous allez pouvoir utiliser de la reconnaissance acoustique. Vous avez sans doute vu le film Le Chant du Loup, ou avec les oreilles d'or. Donc, analyser des sons dans l'eau, vous avez énormément de bruit par l'activité biologique, le bruit ambiant de toute l'activité maritime. Faire le tri là-dedans, vous pouvez utiliser de l'IA pour faire un premier tri, un premier filtre. Et ensuite, l'oreille d'or va concentrer son énergie et son expertise sur la reconnaissance fine, et il va se décharger de toute la partie de tâches un petit peu moins noble. Voilà. Donc vous avez ce genre d'usage. Et après, dans des domaines plus logistiques, maintenance, etc., mais là, c'est pas spécifique aux militaires, mais la maintenance prédictive, évidemment, sur des avions de chasse, des Rafales, sur des bateaux, c'est extrêmement précis et utile de pouvoir avoir des petits signaux faibles d'un moteur qui commence à dérailler, avoir des petites difficultés et d'anticiper pour ne pas avoir une avarie et retirer un bateau ou un avion de ligne. Et toute la partie, j'ai envie de dire, guerre de l'information. Parce que j'avais reçu François Bernard Huiche de l'IRIS, qui nous disait, avec le numérique et les réseaux sociaux, finalement, la guerre en Ukraine, c'est la première racontée par les bombardés. Il avait dit ça dans une de mes émissions Smart Tech. C'est aussi un enjeu aujourd'hui d'utiliser l'IA pour écouter l'information et peut-être aussi la fabriquer. Alors oui, dans le domaine de l'influence, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les armées, il y a évidemment là aussi la bataille du glaive et du bouclier, enfin l'équilibre entre le glaive et le bouclier. Donc à la fois utiliser de l'IA pour aller saturer l'adversaire avec des informations qui peuvent être fausses et donc perturber sa perception du théâtre. Et à l'inverse, nous, mettre en place des outils, et notamment avec de l'IA, pour faire le tri, essayer de détecter les fausses informations, faire le tri dans la masse d'informations pour avoir une meilleure perception là aussi de ce qui se passe. Ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez. Ça demande des budgets colossaux, j'imagine, tous ces investissements. Ça demande des budgets et on en parlait avant d'entrer sur le plateau. Ça demande aussi de la formation sur la question sur la question d'information, des informations. Parce qu'effectivement, on peut faire du traitement. Le traitement, ça va permettre d'alerter, notamment sur les mauvaises informations ou sur la désinformation. Mais c'est quelque chose dont il faudrait que tous les citoyens s'emparent. Véritablement les former justement sur le sujet de l'esprit critique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin là, on en parle vraiment comme d'une arme de guerre. Je vous pose la question des budgets, c'est aussi savoir quel est notre niveau d'autonomie stratégique sur ces nouvelles technologies. Parce que moi, quand je parle du numérique, clairement, le niveau d'autonomie que je vois, il est proche de zéro. C'est-à-dire que les données massivement viennent quand même des grands centres d'entraînement qui sont tenus par des entreprises américaines. Les hébergements
eux-mêmes sont tenus par des Américains. Les IA qu'on utilise au quotidien, de même. Qu'est-ce qu'il en est dans le domaine militaire? En matière de souveraineté, c'est un sujet majeur. Alors, pour ce qui est des données, il est évident que quand on utilise sur un système d'armes une intelligence artificielle, on doit absolument maîtriser les données qu'on met dedans. Donc on va pas utiliser un modèle qui a été entraîné dans une grande ferme de données aux États-Unis ou ailleurs. On va justement, et c'est un des intérêts de l'AMIAD qui a été créé, mais de tous les efforts qu'on fait depuis quelques années dans ce domaine, c'est de générer des jeux de données qui sont fiables, annotés par des experts, et avec lesquels on va pouvoir entraîner les IA. Sur nos supercalculateurs. Sur nos calculateurs et dans nos bases de données. Ouais. Et donc la technologie en elle-même, elle peut être civile, mais en revanche, ce qu'on en fait et les données qu'on met dedans et la maîtrise qu'on a de ces jeux de données et pour les utiliser, ça, on doit le maîtriser absolument. Alors, il y a une prise de conscience sur le sujet, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Oui. Quand on regarde notamment les projets qui sont financés au niveau européen par le Fonds européen de défense, vous en avez un certain nombre qui concernent l'intelligence artificielle. Donc il y a véritablement un effort qui est fait pour effectivement arriver à plus d'autonomie stratégique, parce qu'il est évident que c'est un domaine clé à ce niveau-là, et pour le coup, je pense que la prise de conscience est globale au niveau européen. Et elle est partagée. Au salon Euronaval, j'ai vu que la DGA avait présenté un prototype de drone de combat sous-marin de 10 tonnes. Et j'ai noté le terme qui avait été employé, qu'un des enjeux, c'est d'avoir finalement des drones à l'autonomie décisionnelle contrôlée. C'est ça aujourd'hui la limite qu'on laisse à la technologie et à l'IA dans le domaine militaire? Aujourd'hui, dans les armées françaises, après, dans d'autres pays, la réalité peut être différente, mais dans les armées françaises, la limite qu'on se fixe, c'est qu'il y a toujours un homme à la fin pour la décision d'engagement de l'arme. Il peut y avoir une autonomie dans plein de domaines, dans la recherche, dans le renseignement, dans l'analyse de plein de choses. En revanche, dès lors qu'il y a un engagement d'armes, il y a un homme qui reste présent. Donc la notion de munition rôdeuse, on commence à travailler sur ces questions-là. Donc ça permet d'amener une munition proche de la zone où on veut produire un effet militaire. En revanche, la décision d'engager cette munition, il y aura, en tout cas c'est notre doctrine actuelle, toujours un homme qui appuiera sur le bouton. Et alors vous êtes d'accord pour dire que l'IA va révolutionner la manière dont on va faire la guerre demain, ou l'éviter d'ailleurs? Oui, parce que les phénomènes de dronisation, les phénomènes de données de masse qui saturent les théâtres, etc., sans IA, on n'y arrivera pas. Ouais. Et pour nous, l'IA, c'est conserver cette autonomie de décision déjà, et ce préavis, donc garder un préavis de perception, de compréhension de la situation, pour avoir ce petit préavis sur l'adversaire. Et ça, sans IA, il est probable qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a un autre élément sur l'IA qui est important, c'est que comme vous avez toute cette préparation, j'ai envie de dire, de digestion des données, tout ça se fait très rapidement avec l'IA. Donc vous pouvez avoir une accélération du rythme des opérations. Or, accélérer le rythme des opérations, c'est aussi avoir la supériorité sur l'adversaire. Et oui. Et comme tout le monde accélère, il ne faut pas être les derniers dans la course. Merci. Oui. Une particularité sur l'IA dans le domaine de défense, c'est que, contrairement aux véhicules autonomes, on n'est pas dans un environnement de réseau civil complètement maillé. On peut se retrouver dans des endroits où il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Et donc vous pouvez être amené à avoir un outil qui n'est connecté à plus rien. Donc il faut être capable aussi de travailler sans réseau. Et ça, finalement capable aussi de maîtriser la low-tech. C'est ce qu'on appelle le back to the ITs, être capable de travailler avec de l'IA complètement connectée, et en même temps d'être capable de tout couper pour le faire sans ces réseaux. Merci beaucoup, commandant, capitaine de vaisseau Xavier, officier de cohérence du numérique et chef du bureau numérique de la Marine. Et merci Jean-Pierre Molny, directeur adjoint à l'IRIS. On termine cette édition avec Hervé Lejoint, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. J'ai envie de vous dire meilleurs vœux, mais c'est surtout le moment pour vous de formuler vos vœux pour 2025. Tout à fait. Alors, donc le monde, en fait, et je voulais un peu revenir sur faire des constats et puis être optimiste après. Donc le monde est secoué par de nombreux conflits qui nous touchent de près ou de loin. Les BRICS aussi, dans ces 2 dernières années, se sont étendus, ont clairement défini de nouvelles règles et élargi leurs accords
en dehors de celles qui prévalaient auparavant, à commencer par le fait de ne plus payer l'énergie exclusivement en dollars ou de ne plus utiliser le réseau SWIFT pour les transactions bancaires. Les États, certainement occidentaux, ainsi que leurs dirigeants, sont sous pression des peuples qui souhaitent du changement et le font savoir dans les urnes, ce qui crée une forte instabilité. Et donc tout cela ressemble à une période de transition vers un monde différent de celui que nous avons connu les 40 dernières années. Mais à côté de tout cela, en fait, de ces événements géopolitiques, les avancées technologiques se multiplient à coups de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars. Le nombre et la capacité des LLM croissent sans répit. L'intelligence artificielle s'immisce dans tous les produits. Les investissements dans les puces, semi-conducteurs, batteries, centres de données et dans les infrastructures énergétiques nécessaires à subvenir à ces besoins croissants explosent. Les premières voitures autonomes arrivent sur le marché, des fusées capables de nous emmener demain sur la Lune et au-delà sont presque opérationnelles, et j'en oublie. Mais malheureusement, nombre de ces avancées technologiques viennent des États-Unis ou de la Chine, et demain de l'Inde. Alors parlons de l'Europe, justement. Alors l'Europe, justement. Alors l'Europe dans tout ça, nous avons en Europe, et plus particulièrement en France, les meilleurs ingénieurs et chercheurs, certainement en IA, mais aussi dans d'autres domaines comme les biotechnologies, le spatial, les transports, l'énergie, la médecine, l'agriculture, les télécoms, pour ne citer que ces domaines. Mais malheureusement, nombre d'entre eux travaillent pour des sociétés américaines, voire autres, et sont courtisés, utilisés et chouchoutés pour innover et développer des nouveaux produits pour ces pays différents. Mais ne nous leurrons pas, ce niveau d'excellence que nous avons, il n'est pas éternel et nous ne sommes pas les seuls. Les Chinois et Indiens ont largement élevé leur niveau dans tous ces domaines pointus et ne nous envient plus. Ils se sont formés dans nos meilleures universités et écoles et déploient leurs connaissances chez eux. Dès lors, l'Europe, si elle veut exister demain, elle doit massivement investir et innover, et ce dès 2025, comme le rapport Draghi d'ailleurs l'a mentionné, sous peine d'oublier toute forme de souveraineté et devenir entièrement dépendante de ces géants sur des technologies critiques qui bouleversent nos vies personnelles et professionnelles. Bon, mais vous avez dit que vous restiez optimiste, Hervé. Oui, il faut l'être, tout en étant lucide et reconnaître ses points forts, ses points faibles et ses erreurs. Il faut aussi revenir en arrière et réanalyser les conditions qui ont permis à l'Europe ou à tel ou tel pays européen d'être leader dans de nombreux domaines stratégiques. Nous avons le meilleur avionneur mondial, les meilleures voitures thermiques au monde, des trains à grande vitesse éprouvés, une aérospatiale pointue, des infrastructures modernes, une agriculture à la pointe et respectueuse de l'environnement et un goût pour la qualité manufacturière reconnue. Et bien entendu, une industrie nucléaire, encore une fois innovante et décarbonée, qui a permis à toutes ces industries de se développer et déployer avec un coût énergétique raisonnable et propre. Aussi, si on regarde bien, les Américains sont en train d'investir massivement dans des centrales nucléaires dédiées uniquement à des centres de données pour abaisser leur empreinte carbone et réduire les coûts énergétiques. J'y vois là une opportunité significative pour l'Europe et la France d'offrir ces infrastructures nucléaires pour développer et déployer des centres de données qui seront critiques pour les besoins liés à l'intelligence artificielle, au LLM, à la blockchain et à l'informatique quantique de demain. Il faut savoir que nous avons mis en place un mécanisme de débrayage des centrales nucléaires lorsque les autres énergies renouvelables prennent le relais. Utilisons ces temps morts non exploités pour alimenter des centres de données à coût réduit. Et donc, par son histoire, l'Europe a été leader dans la protection des données aussi, personnelles, via des régulations qui ont été copiées de par le monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut s'appuyer sur cette culture pour investir dans le développement et le déploiement de nouvelles technologies et applications sécurisées, éthiques, protectrices des plus jeunes, respectueuses de la vie privée des individus et citoyens, certainement autour de l'intelligence artificielle. Technologie que nous devons financer sur le long terme et ne pas céder au bout de quelques années à des sociétés américaines ou chinoises. Protégeons nos pépites et aidons-les à devenir des géants, c'est maintenant. Merci beaucoup Hervé, merci à tous d'avoir suivi ce Smart Tech. Je vous souhaite une excellente année à nouveau. À très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change pour de nouvelles histoires sur la tech.